Alors, combiner les grandes vulnérabilités du mobile au peu d'attention que l'on porte à la sécurité de nos smartphones, et là, vous obtenez un cocktail explosif. Alors, pour cette prise de conscience nécessaire sur la cybersécurité des smartphones et quelques conseils à glaner, j'ai convié Bastien Bob, expert chez Lookout, acteur mondial de la cybersécurité mobile, et Jean Drapier, expert de la sécurité mobile chez CM France, qu'on peut présenter comme un spécialiste de la messagerie mobile, fournisseur de solutions de marketing et de services de communication sur mobile. Et nous avons également avec nous en visio Boris Charov, PDG de Dr Web, qui est un éditeur, l'éditeur d'ailleurs de l'antivirus du même nom. J'ai une première question peut-être pour vous trois. Pourquoi ne faisons-nous pas attention à la sécurité de nos smartphones, nous utilisateurs? Pourquoi sommes-nous si peu regardants si l'on compare peut-être aux usages et aux précautions qui sont prises sur un PC, sur un ordinateur? Qui veut réagir en premier? Bastien Bob? La réponse peut être assez simple, c'est que le marketing et d'Apple et de Google a en gros vanté les mérites de la sécurité de base des systèmes d'exploitation des mobiles. Et en fait, les utilisateurs ne font pas forcément attention à tout ce qui va s'exécuter, à tout ce qui va recevoir, parce qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité sur leur mobile que sur leur PC. Après, c'est aussi, on va dire historiquement, ils ont plus eu l'habitude d'installer un antivirus par défaut sur leur PC. Sur leur mobile, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Après, voilà, on y travaille tous les jours et ça va s'installer. Il faut juste, comme l'antivirus sur les PC, quelques années et peut-être quelques attaques très impressionnantes pour que les particuliers et les entreprises s'équipent. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est moins visible finalement. Sur son ordinateur, on se retrouve confronté à des écrans bleus, à des problèmes de fonctionnement, alors que sur un smartphone, les attaques sont peut-être plus discrètes, ou en tout cas d'un genre différent. CM.com a alerté les professionnels de santé et l'État sur les failles de sécurité émanant des plateformes de prise de rendez-vous médicaux. On est en plein dans cette période de vaccination nationale. Quel est le problème de sécurité qui est posé là et qui est peut-être pas visible aux yeux de tous? Alors disons que le problème qui a été remonté par certaines personnes de chez CM France, c'est la problématique, on va dire, couplée des routes grises, ce que nous appelons les routes grises. Et alors qu'est-ce que c'est que ces routes grises? Alors, avant d'expliquer ce qu'est une route grise, il faut déjà comprendre comment fonctionne le marché de base. Par rapport au SMS, qui est vraiment le moyen de communication le plus communément répandu en France, on a des opérateurs qui ont mis en place des offres dédiées justement à cette vente de gros. C'est ce qu'on appelle le push SMS. Donc ça fonctionne par des numéros courts à 5 chiffres, comme votre numéro à vous est de 10 chiffres, là c'est 5 chiffres, on commence en 36 ou en 38, qu'importe. Donc disons que cette offre-là a des règles assez strictes en termes légaux, opérationnels, juridiques. Tout le monde ne peut pas y accéder. Donc certains acteurs comme CM, voilà, sont aujourd'hui agrégateurs et peuvent du coup envoyer des SMS en masse pour le compte de grandes sociétés et toucher les clients français. Donc on a beaucoup de règles, ce qui fait qu'on est vraiment cadré sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc on a une offre qui est légale et en parallèle de ça, on va avoir ce que du coup on va appeler une route grise, donc un marché gris. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour envoyer un SMS en France? Soit on passe par un numéro court, soit on passe par une carte SIM, tout simplement. Donc une carte SIM, c'est-à-dire un numéro classique en fait. Vous prenez votre téléphone, vous enlevez la SIM, ça fait potentiellement une SIM permettant d'envoyer des messages en masse. Très peu, car c'est une seule carte SIM. Prenez-en par contre 1000 ou 10 000. Attendez, parce que c'est pas limité, c'est-à-dire que je peux envoyer des SMS groupés à autant de personnes que je veux depuis mon téléphone? Non. Avec une carte SIM, c'est impossible. Ah. Vous êtes bridé, justement, il y a des cappings assez précis chez les opérateurs qui contrôlent ça avec la plus grande vigilance. Par contre, prenez 1000, 10 000 ou 100 000 cartes SIM qui sont gérées du coup de façon synchrone, en simultané, par des serveurs qui sont faits vraiment pour ça, qui vont faire en sorte de passer sous les cappings des opérateurs. Et vous avez du coup un moyen d'envoyer des SMS assez simplement, à un coût très compétitif bien sûr, et qui va permettre de toucher à peu près toute la base des clients que vous voulez atteindre. Et alors en quoi ça pose un problème de sécurité? Alors, ça revient justement sur le point de la légale juridique que j'exprimais au départ. Lorsque vous avez du trafic qui va être lié à certains acteurs, donc par exemple de santé ou d'un acteur bancaire, vous avez besoin que la donnée soit sécurisée. Vous devez savoir où est-ce qu'elle passe, qui la traite, comment l'info est gardée. Donc, est-ce que c'est RGPD compliant? Pardon. Est-ce que ça va respecter le règlement européen sur la protection des données? Voilà. Est-ce que les différents ISO sont bien respectés? Est-ce que la donnée est conservée de façon légale ou pas? Tandis que lorsque l'on passe par ces routes grises, on va avoir, disons, un empilement d'acteurs.
On ne veut pas, en tant qu'acteur qui veut utiliser la route grise, être celui qui va avoir à gérer cette baie, cette SIM farm, on va dire. Car c'est trop compliqué et il y a trop de risques. Donc on va avoir un empilage d'acteurs qui vont se faire appel les uns aux autres pour, au final, envoyer le trafic gris. Je ne sais pas si j'étais très clair. C'est assez clair. Bon, après, ce que je n'ai pas trop compris, c'est quel problème de sécurité ça pose, mais j'ai le sentiment que c'est la question de où sont les données personnelles, où sont les numéros de chaque personne, qui est propriétaire de la date de prise de rendez-vous dans le centre de vaccination, c'est ça, ces questions aujourd'hui qui se posent? Imaginez que vous êtes aujourd'hui un acteur du domaine de la santé, vous souhaitez envoyer vos SMS à vos clients. Si vous passez directement par exemple, CM, vous nous envoyez l'information, elle est directement envoyée en direct aux opérateurs. C'est fini, fin de l'histoire. Vous passez par un acteur qui va proposer du SMS low cost, comme on l'appelle. Ce prestataire va envoyer l'information à un premier acteur qui sans doute va le renvoyer à un second. Ce sont des montages technologiques pour au final être envoyé à celui qui va gérer la SIM farm et qui va envoyer la data. Donc il n'y a aucune garantie sur la protection des données personnelles. Et là, on parle quand même de données quand même sensibles, puisque ce sont des données de santé. On va passer la parole à Boris Charop de Dr Web. Bonjour. Bonjour. Alors vous, votre laboratoire a analysé des applications qui proposent des attestations de déplacement, enfin qui proposaient pendant les périodes de confinement. Quel a été le résultat? Qu'avez-vous constaté? Alors, on était dès le début très soucieux du fait que les applications mobiles commençaient à jouer un rôle très très important dans la vie, puisque ça concernait nos déplacements, notre santé aussi. Et donc, on essayait de comprendre si tout était bien sécurisé. Alors, non. On a compris que, en ce qui concernait des applications officielles dans certains pays, ça était imprégné de métriques, des astuces de traçage. Et dans d'autres pays, c'était plus ou moins sécurisé, mais puisque par exemple en France, l'attestation de déplacement est devenue nécessaire, contrairement à la Russie, par exemple, c'était fait autrement. Alors, on a vu beaucoup d'applications mobiles qui proposaient justement la composition de l'attestation pour ensuite l'avoir sur son smartphone et montrer à la police, par exemple, au moment du contrôle. Mais ce qui nous intéressait, c'était quel était le prix d'avoir cette application gratuite. Alors, parfois, on voyait des publicités, des éléments de publicité qui étaient certainement utilisés par les auteurs des applications qui voulaient se faire rembourser pour leur petit travail qu'ils ont fait. Alors, par contre... excusez-moi, ça me permet de rebondir. Aujourd'hui, si on s'intéresse aux principales failles, enfin en tout cas aux principales insécurités sur nos smartphones, c'est le principal danger, c'est de recevoir de la publicité, enfin ou de charger des logiciels publicitaires sans s'en apercevoir et qui vont nous espionner? Ah non. Évidemment, c'est pas le principal. Alors, quel est le principal danger ? C'est le danger qui nous accompagne toujours quand on prend un smartphone en main. Mais le danger qui est beaucoup plus important, c'est la possibilité de télécharger des applications vraiment malveillantes, des fausses applications qui prétendent avoir une fonctionnalité nécessaire pour nous. Alors que la vraie fonctionnalité qui est cachée, qui n'est pas visible, est de rassembler nos données personnelles, nos données confidentielles, et de les faire passer aux serveurs dans d'autres pays. Alors, on va continuer, Bastien, sur la liste des dangers qui entourent et qui planent autour de nos smartphones. Lookout, lui, a parlé d'une menace récemment découverte, un spyware sur Android sponsorisé par l'Inde. Et là, on se retrouve au milieu d'un conflit indo-pakistanais.
Oui, alors c'est un des conflits, on va dire, sur les 4-5 dernières années, des conflits numériques, utilisant le mobile comme étant la cible principale pour espionner soit des journalistes, soit des populations civiles. Mais ça arrive jusqu'à nous? Alors ça arrive jusqu'à nous, même les autorités françaises ont la capacité d'utiliser ce type d'application. Ils ne l'utilisent pas contre les populations civiles, ils l'utilisent à des fins de recherche contre la criminalité, la cybercriminalité, la pédophilie. Mais tous les États aujourd'hui, quasiment tous les États du monde, ont accès à ce type de technologie. Et c'est ni plus ni moins effectivement ce qu'on appelle des spyware ou des logiciels de surveillance qui vont en fait permettre de surveiller tous les faits et gestes, tout ce que vous allez envoyer comme SMS, toutes les photos que vous allez prendre, et voir pour les plus puissants d'entre eux, être capable d'activer la caméra ou le micro sur le téléphone que vous avez tout le temps dans la poche ou avec lequel vous dormez juste à côté de votre tête, va être capable d'enregistrer tout ce que vous dites, partout où vous allez, avec qui vous échangez. Alors, soit à des fins, effectivement, pour lutter contre la criminalité, soit à des fins d'espionnage de populations civiles, ce qui est un peu plus souvent le cas, effectivement. Là, on parle de l'Iran et le Pakistan, mais on l'a vu avant en Russie, on l'a vu en Chine avec les populations ouïghours. On le voit très régulièrement, et on voit aussi ce type d'outils, on va dire un peu moins bien faits technologiquement, qui sont un peu plus abordables, qu'on peut acheter sur le marché noir. À quelques euros par mois, vous pouvez acheter ce type de logiciel de surveillance. Alors, il faut avoir accès physique au téléphone pour l'installer, mais vous pouvez espionner n'importe qui avec ce type de technologie. C'est bien entendu illégal, mais voilà, la technologie est disponible sur le marché noir. Après, il y a un danger beaucoup plus banal, c'est celui du phishing. On en parle beaucoup sur les ordinateurs classiques. On dit qu'il ne faut pas ouvrir n'importe quel mail. Pourquoi, sur mobile, on est moins prudent aussi à l'égard de ces mails qu'on ouvre facilement, on clique facilement sur un lien? Alors déjà sur le mobile, le phishing mobile arrive rarement par mail, il arrive plutôt par les canaux de distribution propres au mobile, donc le SMS, ça en fait partie, mais aussi tous les réseaux sociaux, les WhatsApp. Quand on reçoit un lien par SMS, on se méfie. Et on va surtout, le rappeler. En fait, vous allez cliquer beaucoup plus rapidement dessus parce que vous avez une notification, alors que quand vous avez un mail, vous en recevez tellement que globalement, vous n'activez pas le petit son qui va avec la réception d'un email. Oui. Un SMS, ou un WhatsApp, ou un Telegram, ou un Signal, vous avez la petite icône de notification, vous avez un son, donc vous allez le recevoir. Souvent, c'est très bien fait, effectivement, ça passe par des routeurs qui peuvent même masquer, plutôt que d'utiliser des numéros courts, ils vont remplacer ça par un nom, voire le nom de votre banque, ou on va dire le best-seller des malveillants en ce moment, c'est les colis. Les colis, Oui. avec, en gros, ils vous disent que le colis est bloqué à la douane, ou il est bloqué à la poste, chez UPS, chez DHL, et en fait, vous avez un lien que vous recevez par SMS avec un numéro de colis qui est bidon, et vous cliquez sur le lien, on vous dit le colis est bloqué, il faut payer 1 euro, 2 euros, 4 euros, 5 euros pour débloquer le colis. Et le premier truc qu'ils vous demandent, c'est votre numéro de carte bleue, parce qu'évidemment, vous souhaitez débloquer le colis. Donc ça, imaginez, en période de Noël, ça a été un boom phénoménal entre octobre et décembre. Les gens payaient parce que voilà, ils n'avaient pas forcément idée de ce que c'était ce colis. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un défaut de communication de la part des livreurs qui devraient alerter aussi leurs clients sur ce type de phishing? Ils le font, mais ça passe par l'éducation. En fait, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas lutter contre tout. C'est comme pour la messagerie, c'est pareil. Quand les banques communiquent auprès de leurs utilisateurs en disant attention, on ne vous demandera jamais votre mot de passe dans un email ou dans un chat ou par téléphone. Il y a tellement, encore une fois, les malveillants sont tellement innovants, ils suivent l'actualité, on l'a vu avec Anti-Covid, on l'a vu avec ces colis, avec les déclarations d'impôts, c'est exactement pareil. En fait, ils sont tellement innovants que les acteurs qui sont ciblés par ces malveillants n'ont pas forcément la capacité de réaction derrière pour alerter sur chaque attaque qui est en cours. Jean Drapier, comment est-ce qu'on fait pour différencier un SMS avec un lien légal, officiel, d'un SMS qui contient un lien de phishing? C'est bien le problème, c'est compliqué de faire le distinguo par rapport à des canaux comme WhatsApp ou Viber. Le problème, c'est qu'on n'a pas de sender vérifié. On ne sait pas, on reçoit par exemple un email, un SMS de Chronopost, imaginons. On n'a pas de moyen de savoir si c'est si Chronopost est vraiment la vraie entité Chronopost ou s'il s'agit d'un arnaqueur. Donc plus on avance dans le degré de personnalisation du SMS, donc plus l'arnaqueur a pu récupérer en amont de la data, plus c'est difficile littéralement de... Et alors, quelle est votre recommandation? Quelles sont les pratiques que vous mettez en place pour qu'on comprenne bien que ce SMS est sûr? Par rapport au SMS, la seule chose à faire malheureusement, aujourd'hui, du côté du consommateur, c'est de l'information, c'est plus d'échanges avec la marque, vraiment, plus de communication. Par rapport aux solutions techniques, ce sont peut-être des solutions qu'on va avoir par exemple nous en interne chez CM, mais que tous les agrégateurs ont, qui vont permettre de contrôler ceux qui ont accès à la plateforme au maximum.
Mais toutes ces mesures ont toujours des limites et les fraudeurs ont toujours plus ou moins, comme vous le disiez, un coup d'avance qui fait qu'on se retrouve toujours Parce que ça peut quand même freiner votre business. C'est-à-dire que si les entreprises craignent que les utilisateurs jugent leur SMS ou leur démarchage sur des messageries classiques comme étant du smishing, donc du phishing par SMS, ils vont aussi fuir ce type de service. Donc il faut quand même trouver des solutions aussi du côté de votre profession pour faire le distinguo entre les deux. Il y a des solutions aujourd'hui qui sont justement de passer à des solutions plus innovantes et tout en continuant bien sûr de sécuriser. Par exemple, c'est-à-dire ce vont être les solutions comme par exemple du RCS, donc Rich Communication Services. Donc ça, c'est le futur du SMS, on va dire. C'est tout à fait son successeur du SMS, qui a été créé par la GSMA il y a maintenant presque 15 ans, qui est poussé du coup par Orange, Bouygues, SFR et Free. Donc on travaille en collaboration avec Google. Donc ça correspond, pour faire simple, à un WhatsApp version opérateur télécom. Un WhatsApp ou un Viber, donc avec un profil qui va être certifié, un processus de vérification des différents business qui est beaucoup plus fort, et surtout généralement des cinématiques qui vont être différentes. On va privilégier le message entrant du client par rapport au message sortant. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de risques de fraude. C'est le client qui est en appétence, en recherche de communication, et non pas l'inverse. Donc, de ce fait, déjà, on va réduire drastiquement le pourcentage des fraudes. En parallèle, il faut bien sûr toujours avoir du trafic SMS parce que, il faudra toujours que les banques puissent envoyer des mots de passe ou autres. Donc, ça reste... la couverture du SMS reste bien plus important aujourd'hui que n'importe quelle couverture du RCS ou du Viber ou WhatsApp. Donc, ça restera toujours... ça pourrait changer. Ça changera à terme. Mais ça reste toujours une collaboration fluide entre les deux canaux, si on peut dire ça ainsi. Boris Charov, on parlait des logiciels, des spyware qu'on trouve dans les magasins d'applications Google ou Apple, alors beaucoup sur Android. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la part justement de ces éditeurs de Google, d'Apple, pour être tout à fait clair, un manque de sécurité in-design ? Certainement, mais ils sont très bien conscients de leur responsabilité et ça concernait surtout Google, donc Android, parce que des applications malveillantes, on les trouvait surtout sur Google Play, donc dans les magasins de Google. Chez Apple, on ne trouve rien parce que c'est le système beaucoup renfermé et beaucoup plus sécurisé en quelque sorte. Mais Google a fait un grand pas en avant ces derniers temps et donc on voit de moins en moins de logiciels. Ils ont fait de logiciels malveillants. Comment ils ont fait ? Ils ont introduit beaucoup de procédures automatisées qui ne permettent pas aux développeurs des applications de faire des choses en cachette, c'est-à-dire en cachant certaines fonctionnalités dans leurs applications. Tout doit être clair, transparent. Et même un logiciel antivirus comme une autre s'est vu refuser certaines fonctions parce qu'ils ont été jugés pas nécessaires pour le service. On a beaucoup discuté, mais c'était comme ça. Et ça, apparemment, ça facilite les choses à l'éditeur. On dit éditeur, mais c'est Google, donc il n'est pas vraiment éditeur. Par contre, il y a des choses qu'on voit chez des appareils et chez des fabricants des appareils Android qui sont contaminés, donc infectés dès le début de leur existence. Au niveau de l'usine, ils comportent déjà des modules soit de pub illégale, soit de piratage des données, et on essaie de le signaler aux porteurs des marques, parce qu'ils ne sont pas souvent les fabricants des appareils, ils sont porteurs des marques, ou bien on avertit des utilisateurs avec la communication traditionnelle. Vous vouliez réagir, Bastien Bob, sur le fait que le store d'Apple était plus sécurisé, qu'on avait moins de menaces ? Alors globalement, il y a pas du tout, on peut pas dire pas du tout. On peut pas dire pas du tout. Alors, je suis d'accord avec lui sur le renforcement de la politique de Google, et justement, on a travaillé avec eux. Donc c'est aussi, et je suis content qu'il le souligne, c'est
les efforts de Google l'ont été aussi avec Lookout, parce que depuis fin 2019, en fait, ils nous envoient toutes les applications qui sont publiées et on leur donne notre avis d'un point de vue sécurité. Donc ça a permis de renforcer. Après, sur Apple... Donc il y a une validation en amont. Il y a une désormais. validation en amont. C'est ce que Google a créé, une alliance qui s'appelle l'App Defense Alliance, en fait, où tous les éditeurs d'applications, quand ils soumettent leur application sur le Play Store d'Android, les applications nous arrivent et on donne notre avis à Google. Dans la grande majorité des cas, ils en tiennent compte. Et après, ils ont aussi leur propre libre arbitre, donc voilà, il reste encore quelques malwares, mais voilà, toutes ces applications nous sont envoyées via... Et alors Apple, parlons d'iOS. Et donc sur Apple, il y a on va dire, il y a plus de 3000, entre 3000 et 4000 applications là, sur les 5-6 derniers mois qui ont intégré ce qu'on appelle des SDK. Alors le SDK, c'est une espèce de petit bout de code en fait, que les développeurs d'applications vont intégrer dans des applications qu'ils vont publier pour leur faciliter le travail. Et notamment, il y a un SDK qui s'appelle Sourmint, qui est un SDK qui est fait par une société chinoise qui permet simplement d'afficher de la publicité. En tout cas, c'est son but premier. Mais l'effet qui se coule, le deuxième effet, en fait, c'est tout simplement d'exfiltrer les données d'utilisation de l'application, qui est une application qui a plusieurs milliers d'applications officielles qui se trouvent encore aujourd'hui sur sur l'App Store. Et en fait, l'utilisation de l'application, par exemple, quand vous allez scanner avec un scanner, un QR code scanner qui est disponible sur l'Apple Store, l'URL que vous allez scanner, l'adresse que vous allez scanner est envoyée sur l'éditeur de Sourmint, tout simplement, pour récupérer de la donnée sur l'utilisateur. Donc, ce n'est pas un malware, ça va pas compromettre la sécurité du téléphone, mais en tout cas, ça va compromettre et voler et espionner les données de l'utilisateur. Alors là, on parle des applications. Quand ça se passe sur SMS, quand ça se passe dans une messagerie comme WhatsApp et tout ça, quelle est la chaîne de responsabilité sur la sécurité ? C'est du côté de l'opérateur pour les SMS ? C'est lui qui doit s'assurer de la sécurité de ce qui transite par SMS ? Non, c'est plus le rôle déjà l'opérateur, lui, est juste chargé de faire transiter le trafic. En principe, il n'y a pas d'obligation de vérifier la sécurité de ce qui transite. Non, c'est interdit. Si l'opérateur devait vérifier le contenu de chaque message qui est envoyé, ce serait complètement en contradiction avec les différentes règles de données personnelles. Alors, qui s'en occupe alors ? Alors, qui s'en occupe, ça va être déjà le travail de l'agrégateur, que de filtrer le trafic qui va transiter par son réseau. Ça va également être le travail, bien sûr, également de l'entreprise qui envoie le trafic. Mais dans le cas d'un fraudeur, du coup, on est un petit peu en dehors du sujet. Donc là, on serait plutôt sur... Là, on est démunis, on peut le dire. Typiquement sur l'agrégateur qui doit se charger de... Donc sur les routes grises, on n'a pas de moyen de sécuriser ces SMS. Alors, les opérateurs ont des moyens un petit peu détournés de stopper, de griller ces cartes SIM. Il y a des moyens de détection, mais ça reste très compliqué. Et sur les messageries, donc je sais pas, on va prendre WhatsApp par exemple, c'est la responsabilité de Facebook de sécuriser ce qui transite ? C'est la responsabilité de Facebook et de l'agrégateur, mais là du coup on est sur un modèle très différent, dans le sens que tout ce qui va transiter par Facebook, par WhatsApp et qui va sortir directement vers le client, un message qui va être envoyé à l'initiative de l'entreprise est forcément vérifié par WhatsApp. Sera vérifié et certifié. Donc, Merci beaucoup à tous les trois, à Boris Charov, PDG de Dr Web, à Bastien Bob, expert cybersécurité sur mobile chez Lookout, et à Jean Drapier, Customer Success Manager chez CM France, de nous avoir éclairé sur ces dangers qui planent autour de nos smartphones. Les chaînes de responsabilité, on a vu qu'il y a quand même encore du travail à faire dessus, mais il y a aussi une prise de conscience importante de la part des utilisateurs, car aujourd'hui on fait tout avec nos smartphones. Juste après la pause, on reste quand même toujours autour de ce sujet du mobile, puisqu'on va retrouver Cédric Villani pour parler de la toute récente audition réalisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'impact des ondes électromagnétiques.